تعالي أو يجيء بك المنام. تعالي إنني الشفة الحرام. ضعي خدي على خدك عاما ونامي. لن يكون لنا كلام. أنا الرائي وذي طرقي ثلاث، أمام وأمام وأمام. وأنت القمح طالعة يداه، وأنت الشمس أولها السلام. تعالي بعد أن تأتي وتأتي، تعالي قبل أن يفض الظلام. لأول طارق سيرف قلبي، ويخلع من على جسد الرخام. فافتح مغلقي وأقوم حيا، وكم من عاشق بعث الغرام. Viens, où que le songe t'amène, viens. Je suis la lèvre interdite. Pose ma joue sur les tiennes une année et dors. Nous n'aurons plus de paroles. Je suis le visionnaire, et mes chemins sont trois, devant, ou devant, ou devant. Et toi le blé aux mains qui poussent, le soleil par où la paix commence, viens. Après qu'il avance et avance, viens. Avant que l'obscurité ne parvienne, pour le premier arrivant, mon cœur frémira, et de dessus mon corps, le marbre on ôtera. Là, j'ouvrirai ma tombe, et vivant me lèverai. Combien d'amants l'amour n'a-t-il fait ressusciter? Poésie et Tunisie, une émission spéciale sur cette union libre arabo-française qu'est la poésie tunisienne entre Sahara et Méditerranée. En Tunisie, hier et aujourd'hui, comment habiter poétiquement le monde? Viens, murmure Mohamed Saïr Ouled Hamed, dans ce poème que nous venons d'entendre, dit par Sappho et Tahar Bekri. Car vivre est un pays, a dit Monsef Rachem, poète tunisien d'expression française, que nous entendrons parler non seulement de métissage méditerranéen, mais aussi et surtout de sardines et de spaghettis venus en voisin de Sicile. Si les médias ont cité les vers d'Abou Al-Qassem Chebi, extrait de son poème « La volonté de vivre », et dit combien son buste gravé dans la roche du côté de Tozeur est devenu l'emblème de la révolte, c'est que la poésie n'a rien perdu de son pouvoir d'action. Lorsqu'un jour le peuple veut vivre, force est pour le destin de répondre, force est pour les ténèbres de se dissiper, force est pour les chaînes de se briser. Voilà les vers que les jeunes ont repris en boucle dans les manifestations. Abou Al-Qassem Chebi, première grande figure de la poésie moderne tunisienne, est mort en 1934, à l'âge de 25 ans. C'est dire que la poésie non plus n'attend pas le nombre des années. Pour en parler ce soir, Tahar Bekri, poète tunisien exilé en France, et André Velter, que les auditeurs de France Culture connaissent bien, mais aussi la présence de deux comédiens, Sappho et Mohamed Rouabi, à la technique Adelino Mello, à la réalisation Gilles Davidas. Tahar Bekri, vous êtes poète, né à Gabès en 1952. Vous êtes exilé à Paris depuis plus de 30 ans car vous avez toujours été opposé au régime de Ben Ali. Ou presque, vous nous le direz. Je sais bien qu'il est toujours un peu artificiel dans une révolte ou dans une révolution, selon comment on l'appelle, de vouloir déterminer ce que peut bien peser la parole poétique.
Mais est-ce que cette parole poétique n'a pas toujours été un des rares refuges en Tunisie, pour vous qui êtes ailleurs et pour les Tunisiens qui sont là-bas aussi? Oui, enfin, d'abord, je dois rectifier. Moi, j'avais le statut de réfugié en France de 1983 à 89. Donc, après 89, je rentrais régulièrement en Tunisie. J'ai deux pays, deux langues, et en effet, la poésie est au centre de l'activité que je mène intellectuellement. Et il me semble que, à la base de la littérature tunisienne, le poète que vous citez, Abulqasem Chebbi, grand chantre de la liberté et de l'amour. Et ce n'est pas par hasard que les vers de Chebbi figurent dans l'hymne national qui sont scandés par le peuple tunisien de toujours. Et peut-être comme Pessoa pour le Portugal, il est à la base de cette littérature de la jeunesse, avec aussi le romantisme comme chant de liberté. Chebbi a été aussi le collègue, le compagnon du grand syndicaliste Mohamed Ali, le père du mouvement ouvrier tunisien. Il a été aussi le compagnon de l'émancipateur des femmes tunisiennes, Tahar Haddad. Et il a accompagné, si vous voulez, le nationalisme tunisien par cette belle voie ouverte, belle, d'amour, de jeunesse, d'amour pour la Tunisie, pour les siens, et que pratiquement tous les Tunisiens, jeunes et moins jeunes, apprennent à l'école. Vous voulez bien, Tahar Bekri, nous le donner à entendre, puisque c'est ce poème-là, La volonté de vivre, que tous scandent Oui, le aujourd'hui. poème Et long. Iradatul Hayat, la volonté de vivre, est très long. Je vais lire juste une strophe. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر ولا بد لليل أن ينجلي ولا بد للقيد أن ينكسر ودمدمت الريح بين الفجاج وفوق الجبال وتحت الشجر إذا ما طمحت إلى غاية ركبت المنى ونسيت الحذر ومن لا يحب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر فعجت بقلبي دماء الشباب وضجت بصدري رياح أخر وأطرقت أصغي لقصف الرعود وعزف الرياح ووقع المطر. Et en français? Dans la traduction de Amr Gdir, la traduction les auditions Segers, c'est apparu en 1959, la volonté de vivre. Lorsqu'un jour le peuple veut la vie, force est pour le destin de répondre, pour la nuit de s'évanouir, pour les chaînes de se rompre. Le vent rugit dans les gorges, au sommet des montagnes, sous les arbres. Moi, lorsque je tends vers un but, laissant toute prudence, je m'embarque dans le rêve qui n'aime point escalader les monts, traîne à jamais dans les crevasses. Je sentis bouillonner dans mon cœur le sang de la jeunesse, des vents nouveaux se lèvèrent en moi, je me mis à écouter leurs chants, à écouter le tonnerre qui gronde, la pluie qui tombe, et lorsque je demandais à la terre, « Mère, détestes-tu les hommes ?» Elle me répondit, « Je bénis les ambitieux parmi les hommes. » Dans votre poésie, Tahar Bekri, vous n'avez jamais fait mystère de vos engagements et de vos prises de position politiques et éthiques surtout. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment que cette défense constante depuis tant d'années de la liberté, de la laïcité, peut avoir un réel écho en Tunisie, là-bas? Je pense que plus qu'un écho, les artistes, les intellectuels, les créateurs tunisiens n'ont pas attendu le régime actuel pour s'exprimer depuis plusieurs décennies. Ils ont bravé la censure, ils ont bravé la médiocrité des médias officiels, ils ont bravé la marginalisation des hommes de théâtre, des cinéastes, des danseurs, des poètes. La culture a été celle-là qui a été du côté de l'intelligence et de la beauté du monde. Elle luttait contre la laideur, c'est-à-dire
tout ce qui était intolérance religieuse. Elle, dans son intelligence, elle a marqué l'enseignement dans les programmes scolaires qui ont, je crois, une caractéristique par rapport à d'autres pays arabes. Et autant dire aussi qu'il y a ceux qui ont servi la dictature, ont servi par leur propagande, par leur idéologie, comme la voix de leur maître. Donc disons que le paysage littéraire, il est à la reflet aussi de la société tunisienne, dans son antagonisme, dans son intensité poétique. Et on peut que dire que le fruit de la maturité que le peuple tunisien montre aujourd'hui est plus qu'un écho. C'est que cette jeunesse a pris à bras-le-corps toute cette intelligence de la culture tunisienne qui est là, de langue arabe comme de langue française, et ouverte sur le monde surtout. Vous voulez bien, Tahar Bekri, m'aider à prononcer le nom de ce poète que Mohamed Rouabi va nous lire. Le poème s'intitule « Je n'ai pas de problème » et le poète, c'est Mohamed Saghir Ouled Ahmed. Mohamed Rouabi. Je n'ai pas de problème. Je n'ai pas de problème. Tout chat que je vois seul errant, je l'embrasse. Tu es mon fils le grand et m'en retourne à ma solitude. Jamais je n'ai de problème. Après 10 bouteilles vertes, dont je ferai les bases de ma cité parfaite et nommerai mon commensal à sa tête, puis ma poésie dictera sa loi. Je ramènerai les soldats à leur devoir sentimental et m'en irai, à mon vers oublié. Je n'ai pas de problème. Quand je serai mort, seuls auront marché derrière moi ma plume, mes chaussures et le rêve des bourreaux. J'ai maintenant à reprendre mes larmes, du fleuve, de la mer, de sa joue, des 30 années passées sans joie, de l'épi humide. Je n'ai pas de problème. Les cieux, s'ils sont 7 ou s'ils sont 5, la pluie viendra, et les terres, si elles sont 7, 5 ou 1, elles suffiront aux hommes. Je n'ai pas de problème. J'irai seul voir Dieu et lui dirai « Mon amour, je voudrais un endroit qui bannit la terre, l'enfer et le paradis. Jamais je n'ai de problème. Quand les fleurs irritent mes poches, je les dessine avec la plume et le drapeau. Et quand ce drapeau dénude mes fils, je le déchire étoile par étoile, tandis que je recouds leur nudité, tandis que j'embrasse la terre sans nommer Dieu. Je n'ai pas de problème. Je n'ai pas de problème. ليس لي مشكلة. كل قط أراه وحيدا يهيم أقبله وأقول له أنت ابني العظيم وأمضي إلى وحدة المقبلة. أبدا ليس لي مشكلة. بعد 10 قوارير خضر أؤسسها دولتي الفاضلة وأسمي جليسي على رأسها ثم شعري قوانينها وأعيد الجنود إلى الواجب العاطفي وأمضي إلى طاسة مهملة. ليس لي مشكلة. عندما مت لم يمشي خلفي سوى قلمي وحذائي وأمنية القتلة. ولي الآن أن أسترد دموعي من النهر والبحر من خدها من 30 مرة بلا فرح من ثرى السنبلة. ليس لي مشكلة. السماوات إن كن 7 وإن كن 5 ستأتي المطر والأراضي إذا كن 7 وإن كن 5 وإن كن 1 سوف تكفي البشر. ليس لي مشكلة. ذاهب لأرى الله منفردا سأقول له يا حبيبي أريد مكانا عدا الأرض والنار والجنة المقفلة. أبدا ليس لي مشكلة. عندما تستفز الزهور جيوبي أصورها بالقلم والعلم. حين يعرى عيالي أمزقه نجمة نجمة وأخيط به عريهم
واحدا واحدا وأبوس التراب بلا بسملة ليس لي مشكلة ليس لي مشكلة. Ce poème, comme la plupart de ceux que nous dirons ce soir, est extrait de l'anthologie des poètes de la Méditerranée que vous avez publiée, André Welter, dans la collection Poésie Gallimard dont vous êtes le directeur. Une anthologie qui fait place aux 24 pays qui bordent la Méditerranée, et ce dans 17 langues et 5 alphabets différents. Une anthologie plus que bilingue donc, composée par Eglal Herrera et préfacée par Yves Bonnefoy. Quelle place occupe la Tunisie dans ce gros livre-là de près de 1000 pages, entre la Libye et l'Algérie, puisque c'est un tour des rives qui suit la géographie? Elle occupe la place géographique qui est la sienne, et la Tunisie est représentée par 4 poètes, 2 francophones et 2 arabophones. Et c'est sûrement une des spécificités des poètes du Maghreb et aussi du Liban de se partager en 2 langues. Je ne suis pas du tout sûr que ce soit un partage tout à fait intangible ou absolument obligatoire, mais il nous a semblé, enfin en tout cas il a semblé à Eglal Herrera qu'il était nécessaire de faire place à ces 2 langues. Je suis étonné en écoutant tout à l'heure le poème un peu culte, enfin actuellement en Tunisie, de voir à quel point à ce moment-là, ça ne se posait pas tellement, on écrivait plutôt en arabe, en tout cas les grands poètes de cette époque-là écrivaient plutôt en arabe. Ça s'est rééquilibré ensuite, et peut-être qu'aujourd'hui, le balancier revient vers l'arabe. Je ne suis pas suffisamment spécialiste pour le dire. En revanche, ce qui me frappe, c'est que les poètes morts, puisque dans l'anthologie de la Méditerranée, il n'y a que des vivants, et donc les 4 poètes tunisiens sont vivants, et il y a une sonorité dans ce qui s'écrit aujourd'hui en Tunisie, mais aussi dans l'ensemble du monde arabe, qui est d'une tonalité différente de ce qu'on a entendu tout à l'heure. La poésie militante des années 30, il y avait comme une sorte d'espoir presque évident et une révolte qui se disait à haute voix et qui croyait en elle. Ce qui m'a frappé dans tous les poètes du monde arabe d'aujourd'hui, certains aussi disent appel à la révolution, etc., mais avec un fond de mélancolie, avec un fond de tragédie, avec un fond de frustration aussi. Les poèmes qui ont trait, par exemple, à la sensualité sont pleins de frustration, y compris chez les 2 Tunisiens arabophones. C'est très très clair. Et ça, je pense que c'est la vertu de l'anthologie, c'est de dire sans phare ce qu'est l'état d'esprit des poètes aujourd'hui de la Méditerranée. On n'a pas essayé de choisir des poètes qui tous allaient chanter la concorde universelle. Au contraire, on voit que les lignes de fracture sont extrêmement vives et extrêmement présentes. Peut-être moins en Tunisie qu'ailleurs, d'ailleurs, je tiens à le dire. Tahar Bekri? Oui, enfin, ce que vous dites est d'autant plus vrai, parce que je pense que c'est la question de la modernité. C'est vrai que Chebbi, qui est pionnier pour nous et à la base de la modernité tunisienne, a été quand même dans une modernité arabe qui, elle, découvrait le romantisme. Chebbi, il était lecteur de Gibran et le mouvement de la littérature arabe de l'exil, tandis que, évidemment, la modernité actuelle, elle partage celle de la poésie internationale, universelle, dans son écriture. D'ailleurs, Chebbi, tout en étant moderne, sa forme est classique. C'est le maître arabe dans ce qu'il a de plus classique. Mais sa modernité, elle vient de la thématique, tandis que après Chebbi et jusqu'à notre génération, et encore celle des plus jeunes aujourd'hui, je pense que les frontières de la modernité internationale sont abolies, et ce qui s'écrit à Tunis ou dans le monde arabe, en dehors des thématiques qui sont propres à chaque pays, de l'Égypte à la Jordanie, la Palestine ou autre, il y a comme une sorte de vase communicant. Les poètes de ma génération lisent la poésie internationale à travers le monde et vice-versa. Les frontières poétiques, et il faut regarder les sites internet de la poésie arabe actuelle qui n'ont rien à envier à tout ce qui se passe à travers le monde. Mais un des précurseurs dans ce domaine, ça a certainement été Adonis, qui très tôt a avoué
à grand scandale au départ, l'héritage européen qui était aussi le sien. Il citait Oui. Rilke, il citait Baudelaire, il citait... Oui, c'est euh, vrai qu'Adonis, c'est celui qui a, avec la revue Sha'ar et Mawaqif au Liban, il était parmi les premiers à introduire Saint-Jean-Perse, à introduire la traduction des poètes étrangers dans la langue arabe. Depuis, cela a essaimé et on découvre, il y a la poésie sonore, il y a tous les mouvements de la poésie internationale. Aujourd'hui, à force de constater avec les festivals, les rencontres internationales, les poètes nomades arabes aujourd'hui à travers le monde, je crois qu'ils participent à la modernité universelle. Pour rester sur le terrain de la modernité, je vous propose d'écouter Monsef Rachem, qui disait utiliser la langue française pour traduire pleinement son actuelle réalité spécifique d'arabe, de maghrébin, de tunisien. Il disait « J'écris en français sans pour autant me couper de la réalité vivante de mon peuple ». Écoutons-le donc au micro de Colette Fellous. Dans un carnet nomade d'octobre 2007, Monsef Rachem donne à entendre un poème sur son père, qu'il explicite ensuite, insistant non seulement sur l'introduction de la sardine et des spaghettis en Tunisie, mais aussi et surtout sur l'importance du métissage. Mon père hisse la voile et se tient à la barre. L'aube vibre sur ses paupières bleues. Il a en main les lignes des palangres et le secret des proies lumineuses qui cogneront la flaque dans la quille d'agonie. Mon père crée la mer à la mer remémorée. Cette fois, le meltem funèbre rencontre les nomades mulets. Mon père m'apprend les tumultes des voyages intrépides. Nous attendons dans les reflets des falaises et des criques le nadir pourpre d'un nouveau banc vigoureux. Mon père en corps à corps avec le cortège de l'abbé, je l'ai vu remplissant de loups de brisant le buste radieux de sa barque César, et je l'ai vu qui enlace des yeux cette pauvre barque tirée. Je suis venu chercher l'épervier de mon père. Il y a des sopes bercées par l'ombre des rochers. Je suis venu chercher le burnous de mon père. Il va pleuvoir. Je sens le soir averse à mes yeux. Mais où est le lit de la barque de mon père dans le vieux port abandonné? Alors, mon père, c'est-à-dire quand j'ai commencé vraiment à fréquenter le port de Mahdia, l'ancien port, parce que le port a changé plusieurs fois. Au milieu des années 50, il y avait une communauté de pêcheurs assez intéressante pour moi. C'est-à-dire, il y avait les pêcheurs italiens de Mahdia, il y avait les pêcheurs siciliens, avec le rapport, non? Et ils ont apporté une certaine modernité technologique à Mahdia. Et donc, il y avait ce mélange entre les pêcheurs siciliens et les pêcheurs mahdois, probablement tunisiens. Mais les Italiens étaient là, les pêcheurs siciliens étaient là, à tel point que, encore aujourd'hui, on peut recenser que tous les mots utilisés, le vocabulaire utilisé dans le travail est d'origine italienne. Sia, virra, issa, la shkuta. On les emploie toujours. On les emploie toujours, y compris pour le nom aussi des poissons. Hein. Meneni, dandik, sardina, lambuca. Voilà. Donc c'est... Mais un jour, j'ai eu besoin de raconter cette histoire de la sardine, comment elle est arrivée chez nous. Puis, me référant à des histoires que papa racontait, par exemple, la sardine était complètement dédaignée dans l'enfance de mon père. Ce n'était pas un poisson du tout accepté dans les cuisines de nos bisaïeux. Hein. Et puis, mon père, qui a commencé très très tôt sa vie de pêcheur, à 7 ans, avec son grand-père, avec son propre grand-père, un jour, il n'était pas parti avec son grand-père, et puis avec des amis à lui, ils ont rencontré des pêcheurs italiens dans une barque à voile qui étaient en train de démailler leur filet dérivant rempli de ce que mon arrière-grand-père appelait de la bouffetance du thon. C'était pas fait pour les humains, la sardine. Et puis mon père m'a raconté comment il a dû rentrer avec les premières sardines dans sa famille que les Italiens, les pêcheurs italiens lui ont donné, et auquel lui-même, avant d'accepter les sardines, avait donné des abricots dans une corbeille. Donc la corbeille, elle venait avec les abricots par mon père, elle était remplie de sardines, et plus tard, mon père allait devenir l'un des capitaines pour la pêche aux sardines pour sa génération le plus connu. Ouais. Voilà, donc j'ai essayé de raconter cette histoire aussi parce qu'il y avait mon copain, le gamin italien qui s'appelle Vittorio.
Vito pour le commun. Et il y avait toute une population de gamins dans le port. Et beaucoup d'entre eux étaient très, très pauvres, dans une vie précaire, avec des couffins, tu sais, rafistolés, ou des sacs, de jute, ou des choses comme ça, pour mendier, au fait, la sardine. Puis il y avait ce gamin qui m'intéressait beaucoup parce que il prenait toujours la part, disons, des pauvres, de ces gamins qui venaient le voir et puis il le donnait à chacun. Je voulais faire comme lui et j'ai affaire à une personnalité hors pair, c'est-à-dire avec ce gamin déjà, je ne me rendais pas compte qu'on était différents. Par exemple, Vittorio et moi et les autres gamins que chacun avait d'un côté ou de l'autre, les Italiens parlant sicilien, nous parlant tunisien. On était différents quand même. Et je m'étais rendu compte que dans sa culture aussi, il y avait des choses différentes. Par exemple, cette découverte du spaghetti, parce qu'il m'a invité chez lui, et quand je lui ai dit, c'était très bon. C'est des spaghettis faits avec des poissons, avec de la sauce tomate. C'était la première fois de ma vie où je goûtais à ça. C'était vraiment une histoire, une découverte. Alors quand je lui ai dit... comment vous avez ça, il m'a dit que son père plantait les spaghettis dans le jardin, dans son lopin de terre qu'il avait aux environs de Mahdia. Donc j'ai répété ça à mes parents. Au fait, non, ils ne voulaient pas me dire. C'était simplement vendu chez les boutiquiers italiens, siciliens du port, sur les quais du port. Mon père a mis 3 ou 4 jours pour trouver ce que c'était. Alors après, j'étais tellement dépité par ça il se moque un peu de ma naïveté et que je lui ai donné un surnom. C'était Santo. Santo, c'est-à-dire, c'est dans notre langage mahdoua, jusqu'à aujourd'hui, je pense que c'est tout le littoral, c'est-à-dire rusé. Rusé. Ça vient du mot Santo, c'est Saint. Santo Petro, Santo Paolo, c'est Saint Paul ou Saint... Mais ça perd un peu sa signification religieuse, italienne, latine, pour devenir simplement rusé pour nous. Alors je l'ai appelé Santo. Et loup, carous. Le loup, c'est le poisson là, qui est un poisson très, très aussi rusé lui-même et qui peut être... c'est un poisson prédateur aussi. Et en même temps noble, enfin tout un mélange. Et déjà, la métaphore, l'image, la littérature, une certaine littérature, était là déjà par cet apport italien et par ce... J'ai beaucoup été ouvert au bruit du port, à l'ambiance particulière du port quand la sardine arrivait le matin. Pendant des années et des années, j'ai aimé ces moments de retour des pêcheurs qui remplissaient les quais de leur prise avec les caisses qui arrivaient, puis la criée, la vente, et puis l'arrivée des spécialistes des usines qui voulaient payer le moins cher possible la caisse de sardines, et puis toute cette atmosphère-là. Puis le port il y avait le sohleb, il y avait le marchand de le sohleb, comme on dit, c'est du sorgho, très très doux, parfois avec une tranche de friandises, de la pâte d'amande, des choses comme ça. Enfin, c'était... Raffinement, en fait. C'était une grande... En fait, ce qui m'intéressait beaucoup aussi, c'était ce mélange, ce métissage. Moi, je crois que notre futur humain ne pourrait qu'être un mélange. La Méditerranée, c'est la même. C'est notre mer Méditerranée, la Mare Nostrum. Et elle nous associe tous dans nos différences locales, nationales, particulières. Elle nous associe tous pour un projet méditerranéen de nouveau. Je crois que c'est ça notre avenir, ce métissage méditerranéen profond.
André Welter, puisque cette anthologie arpente les rives de la Méditerranée, est-ce que vous avez le sentiment que cette question du métissage en poésie qu'évoque Moncef Rachem dans cette archive au micro de Colette Fellous, et que nous entendons sur une musique avec piano et oud pour dire le mariage des sons d'Aminé et Hamza, est-ce que vous pensez que cette question du métissage, qui caractérise le Maghreb dans son entier évidemment, mais est plus forte ou en tout cas plus singulière en Tunisie? On a entendu la Sicile et l'Italie, par sa proximité bien sûr. Je pense que oui, on peut au moins dire ça. La proximité géographique de la Sicile et de la Tunisie, c'est une évidence. Et il y a sans doute en Tunisie un métissage plus facile que dans d'autres parties du monde arabe, si on ne prend que ce côté-là Par l'éloignement de la mer. de la Méditerranée. Par les éloignements, par aussi, je crois, la caractéristique propre au peuple tunisien, qui est certainement, du fait sans doute de son histoire, plus proche de rencontres, ou qui a connu plus de rencontres. Je ne sais pas si elles ont toutes été pacifiques, mais en tout cas, il les a plus intégrées. Mais évidemment, quand j'entends Moncef Rachem parler avec cette merveilleuse naïveté, cette bonne volonté, je me dis que c'est un discours auquel je pense on adhère tous, mais qui est loin d'être réalisé en ce moment dans les différentes parties de la Méditerranée. Et l'anthologie sur les poètes de la Méditerranée le montre très bien. On peut rêver à cet idéal-là, encore faut-il le mettre en œuvre maintenant. Et je ne suis pas sûr que sur l'ensemble de la Méditerranée, on aille forcément dans ce sens-là. Peut-être qu'avec ce qui vient de se passer en Tunisie, c'est une sorte de rappel bénéfique, et que peut-être la Tunisie va montrer que l'on peut revenir à des valeurs aussi pacifiques, aussi ouvertes, aussi laïques, comme disait tout à l'heure Tahar. Et c'est sans doute un espoir. Moi, j'aimerais bien y croire. Je ne sais pas si Tahar y croit. Et vous, beaucoup. Tahar Bekri, vous qui avez choisi d'écrire en langue française. Je pense que c'est très important de souligner que la Tunisie est sur ce magnifique littoral qui a toujours accueilli et des Grecs, et des Maltais, des Siciliens. Il y avait une petite Sicile en Tunisie, tout un quartier. Et donc parfois, par exemple, les Juifs de Livourne sont réfugiés en Tunisie. Il y a eu des moments très très forts d'hospitalité méditerranéenne qui ont façonné l'identité tunisienne. Et évidemment, la Tunisie, elle est en Méditerranée, elle est aussi en Afrique. Moi, je le rappelle souvent, on est en Afrique du Nord. Il y a la partie sud, elle est subsaharienne. Hein, dans ma ville, à Gabès, il y a beaucoup de Noirs tunisiens qui sont là. La culture berbère. Mais si on regarde l'histoire, j'ai toujours écrit que ce pays est une mosaïque magnifique. Tous les prétendants aussi, parce qu'il ne faut pas, je pense que André a raison de rappeler que c'est le rêve poétique que d'espérer que cette Méditerranée reste ce qu'elle est, un pays de tolérance, de mélange fraternel, de générosité. Mais en même temps, il y a ceux aussi qui tirent vers d'autres identités, et d'où les conflits qu'on voit, d'où aussi les menaces parfois qu'on voit chez nos voisins, ou parfois la religion qui hypothèque d'autres situations dans la société. Mais ce qui est beau dans tout cela, c'est justement que les poètes rêvent beaucoup, et c'est leur rêve qui est en train d'être réalisé en Tunisie. J'ose espérer, mais je pense que c'est ça ce qui est très important pour moi, c'est de voir qu'aujourd'hui, l'intelligence, en tout cas on l'a vu dans la rue, pas de vengeance, pas de haine, cette magnifique jeunesse qui est si belle et ouverte. Je suis guérie de la poésie. Je n'ai plus mal. Hormis ma crainte pour une nation inquiète, mais une chose simple me trouble. Le vers de poésie est dans la potence. Je suis allée à maintes reprises à la tombe, mais ils m'ont chassée. Et seul le papier m'a supporté. ورقة شفيت من الشعر ما عاد بي مرض غير خوفي على أمة قلقة ولكن أمرا بسيطا يحيرني أن بيت القصيدة في المشنقة وأني ذهبت مرارا إلى القبر لكنهم طردوني ولم تحتملني سوى الورقة.
Tahar Bekri, comment comprenez-vous ce « Je suis guéri de la poésie » de Mohamed Al-Sayed Ouled Ahmed, vous qui l'avez traduit? Oui, si l'on pense que le mal du poète, c'est de vivre et c'est de souffrir et parfois subir les retards de la répression. Sraïr Ouled Ahmed a été arrêté sous Bourguiba, donc dans l'avant déjà Ben Ali, et ses recueils avaient été censurés. Donc, si vous voulez, c'est la maladie d'écrire, et c'est aussi de pouvoir lutter contre la souffrance. Cet antagonisme est celui-là. La guérison, elle vient par l'écriture. Et c'est la feuille, c'est celle-là qui permet au poète de se libérer de son mal ou de sa maladie. Safo? Oui, non, je voudrais dire juste que pour moi c'est une provocation. C'est-à-dire, quand il dit je suis guéri de la poésie, c'est provocateur. Et ensuite, à la fin, il dit que donc il est vaincu en fait en tant que poète, mais en même temps, seul le papier m'a supporté. C'est ça sa victoire, c'est que le papier reste, le papier subsiste. Oui, le remède à... Et ces mots persistent, ils vont être dits, ils vont être contaminants, ils vont contaminer le monde. Nous sommes tous des fiévreux dans l'écriture, et seule la création permet de guérir, c'est ça. Mais tout de même, dans un pays si solaire comme la Tunisie, André Welter, ce poète Mohamed Al-Sayed Ouled Ahmed est le plus jeune de l'anthologie, de cette sélection tunisienne, certes brève, mais tout de même, il est né en 1956 à Sidi Bouzid. Il dirige la maison de la poésie de Tunis, je crois. Il l'a dirigée durant de nombreuses années. Est-ce que la place et l'aura du poète en Tunisie est comparable à celle du monde arabe? Vous citiez Adonis tout à l'heure. Est-ce qu'on peut penser quand même que ce versant-là de la Méditerranée fait du poète un être, si ce n'est craint, écouté, mais en tout cas aimé? C'est une spécificité de l'ensemble du monde arabe. La notoriété et l'écoute des poètes. Et c'est très contradictoire, parce que leur statut social est très contesté. On a cité Adonis tout à l'heure, il est interdit de récital dans pas mal de pays arabes, et en même temps, son aura et son écoute est tout à fait extraordinaire. Et puis, il y a évidemment l'exemple de Mahmoud Darwish dans tout le monde arabe, qui était adoré, et d'autres. Par exemple, j'ai un souvenir personnel avec Adonis et avec le parolier de Kalsoum, Nizar Kabani, à Kérouan, 8000 personnes qui venaient écouter Nizar Kabani, et en plus dire des poèmes d'amour qui quand même n'étaient pas d'un érotisme torride, même s'il y avait des femmes que l'on sortait au-dessus des têtes pendant sa lecture. Comme dans les concerts des rockstars. Comme dans des concerts absolument de rock. Et c'était quelque chose de très perceptible, l'aura d'un poète qui à cette époque-là, était en exil à Londres. Il ne pouvait pas être chez lui en Syrie. Donc, il y avait cette ferveur populaire et aussi ce respect pour les poètes. Il y avait qu'à voir, quand Adonis passait dans les rues de Kérouan, dans toutes les boutiques, on venait l'inviter pour lui offrir quelque chose, le faire fumer, lui amener un narguilé, etc. Tout le monde le reconnaissait. Oh, j'ai peut-être le temps de raconter une anecdote tout à fait extraordinaire à Kérouan, parce que c'est quand même la première fois de ma vie que j'ai vu ça. J'étais dans la même voiture que Nizar Kabani. J'étais à l'arrière, il était à l'avant, près du chauffeur. On revenait de la mosquée qu'on venait d'aller visiter, et 2 motards de la police nous prennent en chasse et font arrêter la voiture d'une façon assez coercitive. Ils mettent leur moto sur la bécane, ils descendent et ils ne se dirigent pas vers le chauffeur, ils se dirigent vers Nizar Kabani, ils zippent leur blouson, ils sortent un livre et ils lui demandent une dédicace. C'est la première fois au monde où j'ai vu des policiers demander une dédicace à un poète.
Mohamed Rouabi, vous qui avez travaillé sur Mahmoud Darwish, puisqu'un spectacle que vous donnez toujours lui est consacré, vous sentez cet engouement, enfin cette aura du poète arabe et donc tunisien aussi, mais cette aura-là orientale Ouais. à l'œuvre? Oui, oui, complètement. Et puis, bon, pour continuer sur les anecdotes, moi, les 4 ans que j'ai passés en Palestine, donc de 98 à 2001, au début, les 2 premières années, j'ai travaillé dans des camps, etc., des camps de réfugiés. Et à un moment donné, il y a un camp près de Ramallah, donc, dans lequel j'ai travaillé. Et voilà, donc un peu le chef, comme ça, je vous ai un peu visité, etc. Et il y avait une maison dans laquelle on est entré, on nous attendait. Et là, il y avait une famille, ils étaient à peu près une quinzaine d'enfants. Et donc, on nous montre des portraits des martyrs, etc., comme ça se fait beaucoup en Palestine. Et il y avait un garçon qui était là, et il venait d'être libéré quelques semaines plus tôt. Il avait passé 8 ans en prison, mais pas un jour de plus, enfin un jour de moins. Pour avoir fait quoi? Pour avoir écrit sur un mur un vers d'un poète arabe. Je ne sais pas si c'est Mahmoud Darwish ou pas, mais en tout cas, pour ça, il a pris 8 ans. C'est-à-dire que, voilà, et non seulement il a fait de la prison, mais en plus de ça, on est venu le chercher, on est venu chercher ses parents la nuit, on les a fait marcher comme ça, et on leur a fait repeindre le mur sur lequel, voilà, une espèce de punition collective. Mais oui, alors évidemment, lorsque la poésie est aussi une arme et aussi voilà, un outil, une manière aussi de combattre, finalement. Ça tient aussi à la foi qu'on a dans le langage. C'est-à-dire que dans le monde arabe, les mots veulent dire quelque chose profondément et engagent profondément. C'est quelque chose qu'on a du mal à comprendre ici, à ce point. La parole est encore quelque chose de... Elle descend quand même d'un langage qui est sacré d'une certaine façon. On ne peut pas y toucher innocemment. On est forcément engagé quand on utilise les mots. C'est comme ça que je l'ai ressenti. Tahar Bekri? Oui, ça ne veut pas dire que le roman n'est pas présent dans le monde arabe. Mais parlons poésie ce Voilà, soir. il y a d'excellents romanciers. Sauf que, en effet, la poésie arabe, elle est à la base de la littérature et elle date déjà du VIe siècle. Antar Ibn Shaddad, qui est un poète pré-islamique, a écrit au VIe siècle, a dit: est-ce que les poètes nous ont laissé un thème encore à traiter? Donc nous sommes vraiment dans une richesse poétique énorme dans l'histoire littéraire. Les gens l'apprennent, la disent. Et aujourd'hui, même à la télévision, il y a des compétitions dans les pays du Golfe sur des prix énormes entre poètes. Et je pense surtout que la poésie, dans son élan peut-être épique, mais émotionnel, elle est l'expression de l'âme populaire, elle est l'expression du ressentiment parfois au discours officiel, et elle exprime cela avec beauté, avec des images, avec des figures, des métaphores qui restent très très fortes. Les gens citent toujours, quand ils parlent des vers de poésie dans les milieux populaires ou instruits intellectuellement. Ça ne veut pas dire qu'on lit beaucoup la poésie, on l'entend. Les festivals rassemblent beaucoup de monde. Et quand André parle de Nizar Qaben, qui est poète syrien, qui a beaucoup de poètes aussi ont été chantés. La grande musique arabe moderne. Hélène Azera derrière nous parlera de la Tunisie en chanson. Seher, qui est irakien, a chanté. Et donc on peut imaginer, enfin c'est souvent sur les médias arabes, dans des grandes soirées, des concerts de musique, les gens scandent les poèmes des poètes de Darwish, de Nizar Qaben, et qu'on apprend par cœur. L'amour aussi comme expression de la frustration, de l'interdit. Et c'est le mérite des poètes de transgresser les grands tabous, c'est-à-dire le pouvoir, le sexe, la religion. Ce sont les 3 interdits énormes dans le monde arabe que les poètes essayent de franchir, d'exprimer avec beauté, avec paix souvent, et ils sacrifient beaucoup de leur vie puisque les pouvoirs politiques les ont chassés, les ont exilés, comme on a écrit parfois, Paris est devenu capitale arabe. Hélas, donc beaucoup de poètes arabes se retrouvent à Londres, à Copenhague, à Berlin. Ils font peur au pouvoir. Les pouvoirs politiques, souvent,
ont peur de cette parole qui affranchit, qui s'émancipe, qui dit tout ce que la base, le peuple ressent et d'une manière très très belle. Je voudrais juste ajouter, parce que Monsef Hachem tout à l'heure a parlé avec beaucoup de beauté de cette expression populaire. C'est aussi aujourd'hui dans la poésie arabe, on trouve celle qui est en dialectal, dans le parler, parce qu'il y a une poésie de nomades, de bédouins, une poésie populaire, paysanne, et une poésie écrite avec l'arabe classique. Donc tout cela fait beaucoup de monde, outre évidemment les poètes francophones, ou même d'autres. Maintenant, nous commençons à avoir des poètes dans d'autres langues, peut-être du suédois ou du néerlandais, là où les Arabes se sont établis. Et c'est la question aussi de la modernité, celle-là. Retournons en Tunisie. Sappho nous dit un poème de Monsef Louaïbi, une poupée. Dans le lit maternel, la poupée de ma sœur, une poupée écartelée, prends-la, elle sent le camphre et le girofle, rends-lui ses bras, ses jambes, et rectifie sa charpente disloquée, alors peut-être les temps anciens se redressent. Dis au puits du jardin d'inviter notre fillette, et aux ailes de l'alouette d'humecter mon enfance. دمية في تخت أمي دمية كانت لأختي دمية مخلوعة الأعضاء خذها مضمخة بريح العود والكافور ورد لها ذراعيها وساقيها وهيكلها الرميم عسى أن يستوي زمن قديم وقل للبئر في البستان أن تدعو صغيرتنا لأجنحة السنون أن تبل طفولتي بالماء. Là encore, Tahar Bekri, vous parliez tout à l'heure, juste avant ce poème, de l'ambiguïté aussi parfois dans la langue. Vous avez traduit ce poème de Monsef Louaïbi, comment dit-on? Oui, Louaïbi. C'est un poète de Kairouan. Et il fait partie d'un groupe que j'aime beaucoup, qui ont dépouillé la langue arabe de ce qu'elle a de factice, de rhétorique, parfois de la redondance de la parole. Et Monsef Louaïbi, c'est un poète que j'aime beaucoup, parce que d'abord il est aussi au courant de tout ce qui s'écrit dans le monde. Il lit beaucoup la poésie portugaise, espagnole, il est au fait, mais aussi avec cette intériorité de la parole qu'il récupère dans le soufisme. Kairouan, ce groupe avec Mohamed El-Ghazi et beaucoup d'autres, il y a comme une sorte de mystique musulmane qui intervient dans la laïcité à laquelle on doit faire attention. André Walter, dans cette traduction de Tahar Bekri du poème, on sent par la forme et par la scansion une tonalité presque française. Si on n'avait pas l'arabe à côté, on pourrait croire que c'est un poème français. J'ai cru, comme je ne lis pas l'arabe, que c'était la vertu de la traduction de Tahar qui l'avait un peu francisé. Mais c'est aussi ce qui se passe à travers ce que dit Tahar sur les influences multiples qui circulent. Et en Tunisie, peut-être encore plus qu'ailleurs, où évidemment, il y a eu cette épuration de la langue. Parce que ce qui pour nous est très très important dans l'écriture de la poésie arabe, c'est qu'à la fois il reste un fond populaire et d'inspiration épique, lyrique, qui reste efficace et qui reste efficient, et en même temps qui petit à petit s'est décanté. C'est-à-dire qu'on continue à avoir ce souffle, on continue à avoir cette lisibilité, mais on n'a plus la redondance. Très souvent, pour certains poètes, par exemple du 19e, où on a
beaucoup de mal à les traduire en français parce qu'il faut répéter 4 fois les mêmes choses. Les poètes arabes contemporains, en particulier celui qu'on vient de lire, ont fait le chemin de la simplification. Et effectivement, ils ont fait un peu de chemin vers ce que les poètes européens avaient fait à la fin du 19e, mais sans perdre une partie de leur inspiration propre et de leur émotion propre. Moi, Sappho. je trouve que justement la beauté de la poésie arabe et pourquoi elle est si rayonnante, c'est que les poètes arabes, ayant en effet lu des poètes contemporains un peu secs, etc., qui se sont desséchés, qui ont élagué, etc., s'autorisent quand même à une expression épique et lyrique, sans être gras, sans être lourd. Et le fait de s'autoriser cela, et une sorte de figuration dans cette abstraction de la poésie européenne, je dirais. Et du coup, ils vont trouver le chemin, le chemin des oreilles de tous. Et en même temps, il y a de la rigueur, et en même temps, ça n'est pas mièvre, lourd et gras. Et ça, moi, je trouve ça très important, très fort, parce qu'ils n'ont pas perdu le contact avec le monde. Puisqu'il est question d'oreilles, Mohamed Rouabi, vous voulez bien nous lire ce poème qui a pour titre « Comme l'âne de Jiménez ». La nuit rentre son ombre, et le soleil signe du Verseau. J'ai dit, c'est l'hiver donc. L'enfer de Dante est sur ma table. Du vin blanc et des poissons frits m'attendent. J'ai dit, j'allume un cierge pour la nuit. Quand la fleur de l'hibiscus me surprit à la porte du jardin, avais-je assez de temps et n'ai-je pas couru vers elle? N'ai-je pas entouré son printemps avec l'aile de ma chanson? Mais j'ai oublié la porte ouverte. Le nuage retirait sa lumière. Je me suis arrêté comme l'âne de Jiménez, dont mon ombre en carton m'éclairait. مثل حمار خيمنث الليل يدخل ظله والشمس برج الدلو قلت هو الشتاء إذن وثم جحيم دانت فوق طاولتي نبيذ أبيض شيء من السمك المملح بانتظاري قلت أوقد شمعة الليل لما بادهتني زهرة الخباز في باب الحديقة هل كان لي في الوقت متسع فلم أهرع إليها لم ألف ربيعها بجناحي أغنيتي ولكني نسيت الباب مفتوحا وكان الغيم يسحب ضوءه ووقفت مثل حمار خيمنث في ظلي وكان يضيئني قمر من الكرتون. Ici Dante, ailleurs Yanis Ritsos. Chez vous, Tarbes écrit le tombeau de Pessoa à Lisbonne. Il semblerait bel et bien que les influences des poètes tunisiens soient aussi les nôtres. Oui, absolument. Pour ma génération, si je peux témoigner, quand j'étais étudiant à Tunis, une revue littéraire a compté pour moi dans ma formation de jeune étudiant. Et c'est cette revue que dirigeait Laurent Gaspard et Salah Garmadi. Donc cette revue s'appelle Alif. Elle était bilingue. Moi, j'arrivais à l'université et j'ai découvert Ritsos, Seferes, j'ai découvert Rilke dans les traductions parfois de Laurent Gaspard lui-même. Et donc, elle nous a ouvert à la poésie internationale, méditerranéenne bien sûr, mais aussi française. Jacques Lacarrière a publié des premiers textes, André, je pense aussi. Donc, c'était quelque chose de très beau pour ma génération, celle de Khaled Najjar, y compris
Frachem, bien sûr, qui appartenait un peu, mais beaucoup d'autres au sein de cette équipe ont ouvert la poésie tunisienne et on découvrait magnifiquement par rapport à la poésie arabe qu'on apprenait au lycée, au collège, à l'université, d'autres textes mondiaux et on s'est mis vraiment à écrire parfois en imitant ces grands maîtres de la poésie internationale et ça a donné, je pense aujourd'hui, cette richesse qu'on voit. Évidemment, chacun après a choisi son chemin. C'est le cas de Monsef Ouhaibi qui, de Rizos à Jiménez, à la poésie internationale de l'Espagne, de l'Amérique latine, à celle d'aujourd'hui. Cette richesse, cet envoûtement qui fait que Sappho tient absolument à nous lire un autre poème de Monsef Ouhaibi, qui est certes long, mais allons-y. Monsef Ouhaibi, L'homme et son chien. Hier, au crépuscule, nous sortîmes, le chien et moi, pour nous promener ou errer dans les rues. Je maintins bien la laisse à mon poignet. Je savais bien que le chien, fils de chien, avait des habitudes bizarres. Il pourrait ricaner, faire des obscénités ou s'évader à la vue de la chienne de la voisine, se promener à cette heure précise. À dire vrai, moi, j'épiais ma voisine par la fenêtre. Quand je la voyais sortir avec sa chienne, j'appelais mon chien pour aller nous promener ou traîner dans les rues. En somme, je maintins bien la laisse du chien à mon poignet et nous sortîmes nous balader sur une route avec 2 rangées de palmiers. J'étais un peu triste et le chien était lui aussi un peu triste, car notre voisine ne sortit pas ce jour-là comme de coutume et la chienne n'aboya pas à cette heure comme d'habitude. Je fredonnais un reste de refrain, car le chien me suivait dans sa laisse. Je m'arrêtais quand il s'arrêtait, j'avançais quand il avançait, je me retournais quand il se retournait, et il était derrière moi, attaché à sa laisse, suivait son flair, scrutait les senteurs de la terre, bêchait de ses pattes ce qu'il voyait répandu çà et là, ou il courait vers moi, me léchait, me flairait, je le faisais danser, je le cajolais. On s'entendait bien, nous avions un langage de timbres ésotériques et de signes, un langage de l'eau dissoute dans l'eau, un code que nous eûmes nous-mêmes chiffré timbre par timbre, phonème par phonème, depuis des années. À vrai dire, je ne compris pas mon chien ce jour-là. Il s'assit, les oreilles jointes, se les grattait, se les joignait, je lui fis signe. Il me pria d'attendre. Je l'appelais. Il s'en moqua. Je me dis... Aurait-il un mal que je n'arrivais pas à déceler? Ou peut-être qu'il écoutait pousser les racines dans le silence des palmiers? Ou peut-être que les noms des choses lui furent annoncés et qu'il les récitait dans un langage sans timbre ni mots? Il m'exaspéra, je tirai la laisse, il ne bougea pas, j'insistai, il me dévora des yeux d'un loup. Aurait-il aperçu la chienne de notre voisine? Aurait-il flairé la senteur de la femelle? Et chacun tirait de son côté, chacun les pattes implantées dans le sol. Je me tordais, me cambrais, les veines saillantes, la langue pendante, je m'écroulais, je lui aboyais, au museau gisant par terre. « Laisse-moi, fils de chien, laisse-moi !» Mais le chien, fils de chien, me tirait, blessé, le visage sanglant par les chemins caillouteux. C'était Poésie et Tunisie, une émission spéciale sur cette union libre arabo-française qu'est la poésie tunisienne entre Sahara et Méditerranée.